will make America powerful again. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Bonjour, je m'appelle Alexis Buisson, je suis le correspondant de La Croix à New York. Vous écoutez la 4e saison de C'est ça l'Amérique, le podcast sur les États-Unis de Donald Trump, raconté par ceux qui y vivent. Retrouvez-moi une fois par mois, tout au long de la première année de sa présidence, pour discuter des transformations de la société américaine en compagnie d'observateurs francophones. C'est ça l'Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. 67%. Nous sommes en mars 2025. Drapeau palestinien et kéfier sont de sortie devant les grilles de l'université Columbia à New York. Je fais la connaissance de Dana Arabi. Comme la centaine d'autres personnes autour d'elle, elle est venue demander la remise en liberté de Mahmoud Khalil, l'un des leaders des manifestations pour Gaza sur le campus. Quelques jours plus tôt, cet immigré en situation régulière a été arrêté par des hommes masqués et sans badge issus de la police de l'immigration alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme. Ils l'ont mis dans un véhicule banalisé et envoyé dans une prison en Louisiane en attendant d'être expulsé du territoire. Pour Dana, c'est une violation flagrante de la Constitution américaine. Le premier amendement de la Constitution est en jeu. Tout ce que la Constitution contient repose dessus. Ce qui s'est passé viole complètement cet amendement qui garantit la liberté d'expression, la liberté de manifester. Si les nazis peuvent tenir des discours haineux dans ce pays, alors nous devrions pouvoir dire « libérer la Palestine ». À mon arrivée aux États-Unis il y a 20 ans, j'ai été frappé de constater à quel point la Constitution est présente dans le débat public, beaucoup plus que la Constitution de 1958 en France. Elle est très souvent invoquée par les élus, mais aussi par de simples citoyens en défense de leurs droits. Relativement court, le texte est en vigueur depuis 1789, un record de longévité, et il a été amendé 27 fois. Mais aujourd'hui, il est certainement confronté à l'un de ses plus grands défis, Donald Trump. Le président a montré qu'il était prêt à en tester les limites. Dès le début de sa présidence, il a signé un décret qui remet en cause le droit du sol, garanti pourtant par la Constitution. Son gouvernement a ignoré les décisions de certains juges fédéraux, gardiens du texte, dans le domaine des expulsions de migrants par exemple, ou dans le versement de fonds publics pourtant adoptés par le Congrès, le dépositaire du pouvoir législatif. En mai dernier, quand une journaliste a demandé à Donald Trump s'il pensait que c'était son rôle de défendre la Constitution, il a répondu, je cite, « Je ne sais pas ». Quelle est sa stratégie, au juste ? Pour en parler, je suis allé voir Michel Rosenfeld, constitutionnaliste et professeur de droit comparé à l'école de droit Cardozo à New York. Et je m'excuse d'avance pour ma voix enrouée, il y a beaucoup de virus qui circulent en ce moment à New York. Bonjour Michel Rosenfeld. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors, pour parler de la Constitution que j'ai dans la main, c'est une version de poche qu'on m'a donnée lors d'un reportage, comment vous expliquez l'importance, le côté peut-être même sacré de ce texte ici aux États-Unis ? L'importance de la Constitution est quelque chose de remarquable qui découle d'une part du fait que l'Amérique est un pays d'immigration. Et que pour devenir citoyen américain, il faut suffisamment connaître la Constitution car on vous pose des questions sur la Constitution. On enseigne la Constitution dans les écoles secondaires d'une façon assez générale, pas comme des spécialistes. Et il y a dans l'identité nationale un rapport à la Constitution qui n'est pas équivalent du tout dans des pays qui ont des histoires et des traditions beaucoup plus vieilles. Nous n'avons pas de Vercingétorix aux États-Unis. Donc c'est vraiment un élément principal. D'ailleurs, on dit que la Constitution constitue la religion laïque des États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment que les Américains surestiment la solidité de leur Constitution ?
Les Américains absolument surestiment la solidité de leur constitution. La preuve de cela, c'est que moi j'enseigne à mes étudiants de droit ici de première année le cours introductif sur la constitution des États-Unis. Et mes étudiants sont très surpris lorsque je leur dis la Constitution va fonctionner, va prévaloir aux États-Unis tant qu'il n'y ait pas une situation dans laquelle, disons, le pouvoir militaire dit on ne respecte plus la Constitution. Et ils me regardent comme si j'étais fou. Alors, je leur raconte que dans d'autres pays, on peut abolir la Constitution comme on veut ou ne pas la respecter, etc. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, ce serait différent? Je dis oui, je disais oui il y a 20, 30 ans. Oui, ici, il y a ce qui permet qu'on soit confiant, c'est le fait que la culture politique et la mentalité des militaires, etc., sont conformes à la Constitution. Mais une Constitution ne peut pas prévaloir d'elle-même. On a un président, Donald Trump en ce moment, qui multiplie les décrets, les décisions en tout genre, qui parfois contreviennent très directement à la Constitution. Alors, l'exemple qui vient en tête, c'est le décret qu'il a pris tout au début de son second mandat, qui remettait en cause le droit du sol, qui est pourtant un principe qui est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Il y a eu bien sûr d'autres décisions depuis qui ont été contestées devant les tribunaux. Comment vous comprenez, vous, la stratégie de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il essaye de faire, selon vous, en testant les limites du texte constitutionnel? Je crois, ayant observé ce qu'il a fait depuis le début de son mandat jusqu'à aujourd'hui, qu'il a une stratégie dont il n'est pas le seul à utiliser, qui a été utilisée par plusieurs autoritaires dans le monde moderne. Alors, du point de vue logique, un leader autoritaire pourrait tout simplement dire, c'est moi avec mes militaires, avec mon équipe, on va faire ce qu'on veut, et puis tant pis avec la Constitution et le droit. Mais il y a toute une série de changements qui ont commencé dans le XXIe siècle. Je pense par exemple à Orban en Hongrie, Erdogan en Turquie, etc., qui, pour une raison ou une autre, se disent qu'ils fonctionnent dans l'état de droit. Alors, Orban, en Hongrie, avait une grande chance, c'est que la constitution de Hongrie disait qu'elle peut être changée, amendée par 2/3 du Parlement. Son parti et leurs alliés avaient 2/3. Donc il a tout pu faire d'une façon légale, quoique c'est complètement contraire aux idées d'une constitution libérale. Alors, Trump ne peut pas faire la même chose. Alors, ce que Trump est en train de faire, ce sont, je crois, dans l'essentiel, deux choses. L'une, c'est de redéfinir le droit. Deux, de tricher à l'intérieur du droit, mais puisqu'il a un mégaphone incroyable et continue à insister, on ne peut pas facilement le contrer. Et trois, se moquer du droit lorsque ça le convient. Du point de vue constitutionnel, il y a des situations dans lesquelles le président a un pouvoir incontestable. Au milieu de la guerre, si le Canada faisait une invasion des États-Unis, qu'il renvoie les troupes plus au nord ou plus au sud, personne ne peut dire quoi que ce soit. Dans d'autres choses, le président a un pouvoir relatif, mais on lui donne le bénéfice du doute et on dit, bon, s'il dit cela, à moins que ce soit évident que ce soit le contraire, son point de vue va prévaloir. Alors, ce que Trump fait, c'est de dire des choses qui sont complètement fausses et absurdes et de dire, mais j'ai le droit au même respect que si j'étais honnête. Il certainement ne le présente pas comme ça, mais c'est en fait ce qui se passe. L'illustration de ce que vous dites, Michel Rosenfeld, c'est le récent déploiement des réservistes de la garde nationale dans certaines villes démocrates comme à Portland, où Donald Trump a fait croire qu'il y avait une situation grave sur place avec des émeutes, des violences, etc. et s'est arrogé des pouvoirs exceptionnels pour répondre à une situation qui, je le rappelle, il a monté en épingle. On a vu la même chose sur l'instauration des droits de douane ou sur les expulsions de migrants, où il a amplifié des problèmes existants comme le trafic de drogue, les gangs, pour invoquer des lois d'exception et accroître ses pouvoirs. Oui, et beaucoup de leaders autoritaires font la même chose. Le juge ne peut plus croire à ce qui se passe comme le décrit le gouvernement des États-Unis et le ministère de la Justice. C'est tout à fait nouveau.
L'un des exemples les plus frappants, c'est d'avoir décidé de bombarder des navires civils qui venaient du Venezuela ou de la Colombie en disant que c'est une guerre contre les cartels de drogue. Oui, et pour replacer cet épisode dans le contexte, je rappelle que ces dernières semaines, la Maison-Blanche a dit que les États-Unis avaient bombardé au moins 4 embarcations qui appartenaient au cartel de la drogue, mais jusqu'à présent, elle n'a fourni aucune preuve de l'identité des passagers, ni de leur cargaison, ce qui a bien entendu alarmé les défenseurs des droits de l'homme. C'est très clair que d'une part, l'administration de Trump dit « nous savons, c'est clair, nos espions nous ont dit que c'est ceci ». Et ensuite, on a le président de Colombie en disant « vous avez tué des civils colombiens », ce qui est un crime contre l'humanité. Puisque c'est Trump, je crois qu'il n'y a pas moyen de savoir qui a raison. Si ça avait été sous, disons, la présidence de Bush ou d'Obama, on aurait pensé, du moins, peut-être qu'il a fait une erreur, peut-être les espions américains se sont trompés, mais on n'a pas l'idée qu'ils allaient faire ça tout simplement sans vérifier. Donald Trump et les gens qui sont autour de lui défendent cette théorie juridique, la théorie de l'exécutif unitaire, qui prône vraiment une affirmation du pouvoir présidentiel face au contre-pouvoir interne à l'administration, face au pouvoir législatif aussi. Est-ce que, si on voulait se faire l'avocat de Donald Trump, est-ce qu'il a raison de dire finalement que le président américain devrait avoir plus de pouvoir ? Je rappelle que le président américain, comparé au président français, quand celui-ci n'est pas en cohabitation, est quand même très encadré au niveau de ses pouvoirs. Est-ce que, voilà, sur ce point-là, il a raison finalement de vouloir affirmer l'autorité du président ? Les pouvoirs divisés entre l'État fédéral et les États fédérés a beaucoup évolué aux États-Unis. Au début, c'était les États fédérés avaient beaucoup de pouvoirs, l'État fédéral était beaucoup plus faible, mais la présidence de Roosevelt a changé cela d'une façon dramatique. Donc, le Congrès a adopté des lois qui ont créé des agences, des commissions administratives où l'idée était d'avoir un pouvoir de réglementation, de décret, etc., qui soit en partie exécutif, en partie législatif et en partie judiciaire. Et pour cela, il fallait qu'à la tête de ces agences ou commissions, il y ait, disons, s'il y a certains ont 5, d'autres en ont 7, que ce soit équilibré. 4 républicains, 3 démocrates lorsque le républicain est au pouvoir et vice-versa. Et ensuite, on a limité, une des autres choses qu'ils ont fait, c'est de limiter le pouvoir du président qui pouvait licencier ces gens-là, mais il y avait des causes spécifiques. Vous voyez par exemple qu'ils avaient pris des pots de vin, etc., d'accord, mais non pas simplement parce que le président ne l'aime pas ou préfère un autre. Alors, il y a eu depuis les années 60 une réaction contre ça. Au début, c'était dans le débat académique. Donc, ils ont dit, le pouvoir présidentiel doit être unitaire, parce que c'est le seul pouvoir qui n'est pas divisé. La Cour suprême, il y a 9, ce n'est pas dans la Constitution, mais personne n'a pensé qu'il y aurait un seul juge à la Cour suprême. Le Congrès, c'est 535 personnes, etc., etc. Et donc, ils ont fait des déclarations, des articles, etc., en disant que toutes ces agences administratives, toute cette organisation est inconstitutionnelle. Il semble maintenant, parce qu'il y a eu ces déclarations préliminaires par la Cour suprême, alors que Trump a licencié à droite et à gauche dans plusieurs de ses commissions, que la majorité, les 6 républicains, vont adopter cette théorie du pouvoir indivisible du président des États-Unis. Ce serait une idée terrible parce que ça va porter à des abus même avec d'autres présidents. Vous parlez des 6 juges conservateurs sur les 9 juges qui siègent à la Cour suprême, on va en parler. Je voulais vous faire réagir à une remarque constitutionnaliste m'a faite pour un article que j'ai écrit il y a quelques années. C'est le fait que finalement les pères fondateurs n'ont pas pu imaginer qu'un homme comme Donald Trump, qui remettait en cause les institutions, qui remettait en cause les normes, puisse venir au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un fond de vérité là-dedans, que finalement Donald Trump est complètement contraire à peut-être la vision que les pères fondateurs avaient même d'un leader de ce pays ? Les pères fondateurs, je crois que je ne peux pas avoir de réponse conclusive, mais je peux vous donner des arguments contraires à ce que vous a dit l'autre constitutionnaliste. Je ne sais pas qui c'est peut-être un bon ami.
c'est qu'ils étaient très préoccupés par l'abus de pouvoir. C'est pour ça que toute l'idée de la Constitution américaine, ce qu'on appelle les checks and balances, donc pouvoir contre pouvoir, entre État fédéral, État fédéré, entre les trois pouvoirs qui sont équivalents de force dans l'État fédéral. Il y a eu d'autres abus dans l'histoire des États-Unis, bien entendu. Président Jackson n'était pas un grand modèle, Nixon, comme on le sait, non plus. Donc, il me semble que ce qu'ils ont pensé, c'est qu'ils ont trouvé un moyen institutionnel pour minimiser la possibilité d'un Trump. Et franchement, Trump n'aurait pas pu exister si les républicains dans le Congrès avaient joué leur rôle institutionnel. Ce qui a changé énormément, et ça, les pères fondateurs ne l'ont pas prévu, c'est la politique des partis. Ils avaient une idée en tête de la politique des institutions. Je veux garder dans le Congrès mon pouvoir, ce qui est normal. L'être humain veut maximiser son pouvoir. Par exemple, les droits de douane que Trump abuse d'une façon extraordinaire. La Constitution est très claire que le commerce international, c'est du pouvoir du Congrès. Les républicains ne disent absolument rien. Donc, il fait ce qu'il veut. Et si la Cour suprême ne l'arrête pas, ou s'il ne suit pas la décision de la Cour suprême, il n'y a rien à faire. Le Congrès aurait pu très facilement aller contre lui dans la plupart des choses qu'il fait qui sont non démocratiques et qui n'ont pas été faites avant. Donc, si les pères fondateurs avaient eu raison que c'est si vous voulez, le contre-pouvoir institutionnel qui va sauvegarder la démocratie américaine, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Trump, ou il aurait été déjà destitué depuis très longtemps. Premier mandat et deuxième mandat, il aurait été destitué. Puisque les républicains, maintenant, c'est comme les partis de Poutine ou le parti d'Orban. Il n'y a pas de contrôle du Congrès. Et d'ailleurs, la Constitution ne fait aucune mention des partis. Aucune mention des partis. Alors que des constitutions modernes sont très conscientes de ça. Par exemple, la constitution allemande, après la Deuxième Guerre mondiale, inclut les partis. Il y a toute une série de constitutions modernes où le parti est très important dans la vision constitutionnelle et politique d'un pays. Michel Rosenfeld a évoqué l'abdication du contre-pouvoir législatif, mais qu'en est-il de l'autre, le judiciaire ? Faisons donc un gros plan sur la justice fédérale, chargée de trancher les litiges de constitutionnalité dans des domaines variés comme l'environnement, le port d'armes, l'avortement ou des libertés diverses. Au total, il y a une centaine de tribunaux de première instance à travers les États-Unis. Ils sont composés de juges dits de district, nommés par le président et confirmés par les sénateurs. Au-dessus d'eux, on trouve les cours d'appel fédérales, dernier maillon avant la Cour suprême des États-Unis, qui se prononce sur un petit nombre de cas qui lui parviennent par le jeu des appels. Ces décisions sont très attendues, car elles s'imposent à tout le pays sans possibilité de recours. Depuis la nomination de 3 juges par Donald Trump lors de son premier mandat, cette cour de 9 magistrats dispose d'une majorité conservatrice, 6 juges contre 3, ils sont nommés à vie. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que ces juges fédéraux de première instance jouent le rôle de gardiens de la Constitution comme ils devraient le faire, ou est-ce qu'ils sont affaiblis ? Les juges de cour inférieure suivent la Constitution, suivent les précédents. Et une des choses que Trump est en train de vouloir faire, ou bien de rejeter le droit ou dire que les juges ne le suivent pas, c'est de dire qu'ils sont tous d'extrême gauche, marxistes, tous les démocrates, etc. Et ensuite de dire qu'il faudrait, parce qu'un juge ne peut pas être renvoyé, mais on peut le destituer par une procédure, qu'il faudrait commencer à faire cela, que le Congrès se mette à les renvoyer. Et certains républicains dans le Congrès sont d'accord. Alors, ceci ne fonctionne pas vraiment. Par exemple, pour vous donner l'exemple du dernier incident, c'est une juge à Portland, en Oregon, qui a dit qu'il est illégal d'envoyer les troupes fédérales.
elle a été nommée par Trump. Parce que Trump a commencé dès le début de son premier mandat à vouloir délégitimer les juges en disant « mais c'est un ceci ou cela ». Alors c'est un juge démocrate. D'ailleurs, le premier cas contre lui, qui était un cas avant qu'il soit président, mais qu'il a fait la publicité pendant, je crois, sa première campagne électorale, c'était un juge d'origine mexicaine qui était dans l'État d'Indiana. Alors il dit « oh, c'est un juge pas vraiment américain ». Le juge avait été né aux États-Unis, a fait sa carrière en plein Midwest Indiana, donc il était simplement mexicain d'origine. Oui, l'État de l'Indiana, c'est un État très républicain, très pro-Trump. Oui, c'est un État très républicain et pro-Trump. Et donc, maintenant, il y a cette combinaison. Les juges d'extrême gauche ne suivent pas le droit. Alors, le message de Trump, c'est ou ces juges ne savent pas ce qu'il faut faire, ou je m'en fiche, je ne suis pas des juges inférieurs. C'est-à-dire, ça dépend du contexte, mais il trouve de façon de donner un message qui délégitimise les décisions des juges inférieurs, qui sont pour la plupart contre lui. Et parfois même des juges qu'il a nommés. Des juges qu'il a nommés, que lui il a nommés, des juges que Reagan a nommés, des juges que les Bush ont nommés. Donc cette idée que les juges démocrates contre les juges républicains, ça ne correspond pas à la réalité. Lui, sa stratégie, c'est par le jeu des appels que finalement les dossiers qui sont litigieux remontent jusqu'à la Cour suprême. Si on vous suit, vous semblez dire que ces juges à la Cour suprême qui sont, c'est une cour qui a majorité conservatrice aujourd'hui, ils sont plutôt acquis à Donald Trump, ou est-ce que finalement il y a un peu plus de nuances que ça sur certains dossiers? C'est-à-dire l'idée générale, mais on n'a pas encore de preuves, mais on soupçonne, c'est que la Cour suprême veut à tout prix être d'accord avec Trump. Alors, il y a deux raisons pour cela. La première, vu la philosophie et le mode de fonctionner du président de la Cour suprême, John Roberts, je crois qu'il ne veut pas arriver à un point où Trump va défier et ne va pas suivre une décision de la Cour suprême. Donc, le plus ils sont d'accord avec lui, le moins il y a de chances que ceci va avoir lieu. D'autre part, Roberts et Kavanaugh, deux des juges à la Cour suprême aujourd'hui, ont travaillé en tant qu'avocats dans le gouvernement de Bush et ont pris une position très forte en faveur de renforcer le pouvoir unitaire des présidents. Donc il y a si vous voulez, un certain accord de point de vue philosophique sur la Constitution. Par exemple, si on prend leur décision sur l'avortement dans l'arrêt de Dobbs qui a renversé l'arrêt de Roe contre Wade, la jurisprudence, ils ont éliminé un précédent et la façon de raisonner du juge Alito qui a été le juge majoritaire est incohérente dans un certain sens. Elle prend un point de vue qui est celui du christianisme de droite, ça veut dire certains catholiques très conservateurs et des protestants très conservateurs aux États-Unis. Et au lieu de parler parce que le précédent parlait du fœtus, et est-ce que le fœtus une personne n'est pas une personne, c'est contesté. Il dit tuer des bébés, c'est un crime. Je simplifie, mais enfin, c'est l'idée essentielle. Donc, il se peut que cette Cour se dise, je suis pas pour Trump, mais je trouve que la jurisprudence de nos prédécesseurs est incohérente. Est-ce que ça veut dire que même sur des points de la Constitution qui sont écrits noir sur blanc, par exemple l'idée que Donald Trump ne peut pas être président pour un troisième mandat, qui est prohibé par le 22e amendement, me semble-t-il, de la Constitution. Est-ce que ça veut dire que sur des points comme ça, est-ce qu'aujourd'hui il y a un doute, en fait, sur comment la Cour suprême peut les interpréter? Alors, ici, il y a quelque chose de très américain. C'est que les Américains veulent tout, finalement, c'est un peu une caricature, mais il y a beaucoup de vérité dans cela. Tout va se finir par un litige et devra être décidé par la Cour suprême. Pour le troisième mandat, si vous lisez l'amendement constitutionnel, on ne peut pas avoir plus de 2 mandats de suite parce que Roosevelt en a eu 4. Mais d'autres disent oui, 2 mandats de suite, il n'a pas eu 2 mandats de suite. Donc ce serait son 2e mandat, il ne pourrait pas avoir un 3e mandat après cela, mais il a droit à un mandat qui va commencer en 2028.
La Cour suprême n'a jamais décidé cette question, puisque depuis Roosevelt, aucun président n'a voulu se présenter pour un troisième mandat, et donc n'étant pas candidat, il n'y a pas de question. Donc, est-ce que je suis 100% sûr que la Cour suprême va dire non, Trump n'a pas le droit ? Non, parce que il y aura des gens qui vont faire des arguments que c'était insupportable que Roosevelt soit pendant 4 mandats président des États-Unis, mais que Trump n'était pas président, que Biden était président, il a tout changé, etc., etc. Alors sur la question de ius soli, c'est vrai que le droit du sol. Le droit du sol. D'accord, c'est la version latine du droit du sol. La Constitution est claire que quelqu'un qui est né aux États-Unis est un Américain. Mais il y a eu des exceptions créées par la Cour suprême. Il y en a 2. La première, c'est que, bien entendu, l'enfant de quelqu'un qui est en train de faire la guerre aux États-Unis, on ne lui donne pas la citoyenneté. Et le deuxième, c'est une question de diplomatie. L'ambassadeur de France à Washington a un enfant, puisque en fait l'idée c'est que l'ambassadeur de France a un petit morceau de terre américaine qui appartient à la France. Cet enfant est français, il n'est pas américain. Ce sont les 2 seules exceptions qui existent. Il n'y a aucun cas de la Cour suprême qui dise que si quelqu'un est un immigré illégal aux États-Unis, son enfant n'a pas droit à ce droit constitutionnel puisqu'il y a des exceptions. Si j'étais juge et je voulais à tout prix ne pas voir les enfants des illégaux devenir des citoyens américains, je dirais cette disposition est écrite de façon très générale, mais l'intention n'était pas de ne pas avoir de limite. C'est absolument absurde de penser qu'un soldat ennemi des États-Unis qui vient tuer les Américains, et s'il se trouve qu'il a un enfant aux États-Unis, on va tout simplement donner à cet enfant tous les avantages de la citoyenneté américaine. Ce sont des limites logiques. Je dis que celle-ci est aussi logique que ces 2 autres limites, donc je déclare que les enfants des illégaux n'ont pas droit à la citoyenneté américaine. C'est pour ça que, puisque les Américains soumettent tout à ce genre de débat, on ne peut pas être sûr de ce que la Cour suprême va faire. Toutes les cours inférieures ont statué contre Trump. Mais de nouveau, il faudra attendre. Il y a toujours ce doute, quoi. Troisième mandat, on ne peut pas être sûr. L'avenir du droit du sol, qui est pourtant inscrit dans la Constitution, on ne peut pas être sûr non plus. Oui, on ne peut pas être sûr parce qu'il y a des limites. C'est-à-dire, il y a 2 problèmes essentiels avec la Constitution des États-Unis. Et ceci est peut-être étonnant pour, disons, le citoyen français qui a une constitution de la deuxième moitié du XXe siècle, alors que nous avons une constitution du XVIIIe siècle. L'une, c'est que les déclarations dans la plupart des dispositions et des amendements le font de façon très générale. Et la deuxième chose, c'est il y a un paradoxe incroyable que les Américains ne discutent pas beaucoup, mais qui logiquement est assez surprenant. C'est que dans d'autres constitutions, lorsqu'on amende la Constitution, les femmes n'ont pas le droit de voter, les femmes ont le droit de voter, on efface les femmes n'ont pas le droit de voter, donc la Constitution déclare les femmes ont le droit de voter. Il n'y a pas d'ambiguïté. Dans la Constitution américaine, encore aujourd'hui, il y a des références à l'esclavage. Alors, ça pose la question suivante. Les pères fondateurs, certainement, ont accepté l'esclavage. Autrement, ils n'auraient pas inclus cela. D'ailleurs, c'était un débat politique entre les États du Nord et les États du Sud. Et pour avoir un compromis, il fallait tolérer l'esclavage sans l'appeler l'esclavage. Est-ce que l'intention originelle des pères fondateurs peut être recréée sans l'idée de l'esclavage? Ou est-ce que des gens qui pouvaient tolérer l'esclavage, qui pouvaient tolérer que les femmes n'aient pas de droits, etc., ce qu'ils disent sur le pouvoir exécutif ou ce qu'ils disent sur ceci ou cela, est-ce qu'on peut tout simplement le transposer? Et il me semble que la réponse est non. Ce sont des aspects essentiels de leur philosophie politique, de leur conception d'une constitution, d'un gouvernement, d'une société, qui ne sont plus acceptables.
Alors, la Constitution, ce qui est merveilleux et dans ce sens-là paradoxal aux États-Unis, que c'est une Constitution très courte. Vous avez la Constitution originale suivie par des amendements. Alors, certains amendements sont consistants avec la Constitution originelle. Le premier amendement, liberté d'expression, n'est pas inclus dans le texte original, mais ça s'ajoute très facilement. Mais l'abolition de l'esclavage, le vote des femmes, il y a toute une série de choses qui sont contradictoires. Dernière question, l'un des mots d'ordre qu'on voit dans les manifestations anti-Trump qui ont vu le jour depuis son retour au pouvoir, c'est cette expression « no king », pas de roi. Vous trouvez qu'il y a un fond de vérité ? Est-ce que Trump essaye d'être un monarque, en quelque sorte ? Je pense plutôt qu'il veut être un dictateur. Quoiqu'il aime beaucoup la pompe de la monarchie, c'est pour ça qu'il était très heureux d'avoir un dîner avec le roi Charles de l'Angleterre, etc. Non, ce qu'il a dit, par exemple, qui est absolument faux, personne de sérieux pourrait être d'accord avec lui. Il a dit pendant son premier mandat, en tant que président, je peux faire ce que je veux. Alors que l'article 2 de la Constitution dit que le président est en charge de garantir l'exécution des droits, des lois. Donc il ne peut pas aller contre la loi. Le roi d'Angleterre pouvait le faire. Il y a aussi dans la Constitution la prohibition de donner des titres de noblesse. Donc la Constitution américaine est très anti-royaliste. Là, il n'y a aucune personne sérieuse. Contrairement aux deux arguments que nous avons discutés avant, personne n'oserait, aucun professeur de droit, aucun juge, aucun avocat sérieux n'oserait prendre cette position. Et donc, je crois que c'est plutôt l'idée d'un dictateur que Trump a l'idée d'un roi. Mais il aime la pompe, c'est pour ça qu'il veut des défilés militaires. Mais d'ailleurs, ça, il a pris de la France en étant invité par le président Macron pour le défilé du 14 juillet à Paris, qui est très impressionnant. Alors, il voulait faire la même chose à Washington. Merci beaucoup, Michel Rosenfeld. Je vous en prie. We will make America powerful again. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Avant de se quitter, je voulais vous raconter une scène qui en dit long sur l'état d'esprit des pères fondateurs des États-Unis. Nous sommes le 17 septembre 1787, dernier jour de la Convention qui a donné naissance à la Constitution, à Philadelphie. Elizabeth Willing Powell, une figure de l'élite locale, s'adresse à Benjamin Franklin, membre de la Convention. Elle lui aurait demandé, selon un délégué présent sur place, « Alors, docteur, qu'avons-nous ? Une république ou une monarchie ?» Franklin lui aurait répondu « Une république, si nous pouvons la garder. » Un rappel que rien n'est acquis. Merci d'avoir suivi cet épisode de C'est ça l'Amérique. On se retrouve le mois prochain. This is going to be great television, I will say that. And we will make America great again. Thank you very much. God bless you all. Thank you.